Alors dans ce talk, on va parler des robots et des technologies bio-inspirées et puis plus largement de toutes les promesses du biomimétisme avec Agnès Guillot, une des pionnières françaises en biomimétisme, spécialiste en robotique bio-inspirée, docteur en psychophysiologie et en biomathématiques. Alors vous êtes également l'autrice avec votre ancien collègue du CNRS Jean-Arcadie Meyer des ouvrages Poulpe Fiction et plus récemment L'or vert quand les plantes inspirent l'innovation. Et puis autour de cette table également Sidney Rostand qui vient régulièrement dans Smartech nous parler de biomimétisme. Sidney, je rappelle que vous êtes PDG fondateur de Bioxégie, qui est une entreprise experte donc, dans cette discipline, c'est-à-dire qu'elle conçoit, qu'elle développe pour d'autres entreprises des innovations inspirées de l'ingéniosité du monde vivant. Alors Agnès Guillot, moi je voulais faire quand même un petit point de vocabulaire déjà avec vous. Quand on parle de biomathématiques, ça veut dire qu'on utilise les mathématiques pour modéliser des processus biologiques? Ben exactement. Et moi, j'ai fait une thèse en biomathématiques sur les souris en modélisant leur façon de choisir leur comportement. Et en fait, la sélection comportementale, c'était quelque chose de très, très important à cette époque-là pour savoir quelles étaient les prises de décision pour choisir entre s'alimenter, entre dormir, entre faire d'autres séries. Et ça a pu déboucher sur des applications qui pourraient éventuellement servir à des maladies neurodégénératives. Alors ça, on va en reparler de cette expérimentation, ce projet d'Anima. Animat, voilà, le mix entre l'animal et le robot. L'artificiel, c'est une contraction d'animal artificiel. Et qui a des promesses justement dans le domaine de l'intelligence artificielle? Bien sûr, parce que ce sont des robots que l'on veut autonomes, c'est-à-dire adaptatifs et situés, c'est-à-dire ancrés dans leur écosystème et surtout se comportant en rapport avec leur morphologie. C'est quelque chose de très important pour nous. Il y avait un autre point, donc la psychophysiologie. Expliquez-nous un peu ce que c'est, cette étude. Eh bien, ce sont les rapports entre le système nerveux et les comportements. Ça peut être aussi de la mémoire, ça peut être d'autres comportements dits cognitifs. Donc là aussi, c'est l'analyse des comportements des espèces vivantes. Oui, exactement. Ce qui vous intéresse. Exactement. En fait, j'ai fait toute ma carrière dans l'étude des animaux. Très récemment, j'ai découvert les plantes et je regrette presque de ne pas faire ma carrière, de ne pas avoir fait cette carrière en botanique. Bon, c'est pas terminé non plus, Agnès Guillot. Alors, Sidney, encore du vocabulaire. Nous, on annonce notre rendez-vous régulier ensemble comme un rendez-vous sur le biomimétisme. C'est une spéciale biomimétisme. On devrait peut-être dire bio-inspiration, bionique. Alors oui, le biomimétisme, c'est un mot qui englobe de nombreuses disciplines très différentes. La bio-inspiration, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a remarqué, c'est ce qui est plus utilisé par les chercheurs en général, qui tendent à dire qu'on n'arrivera jamais vraiment à mimer la nature ou copier la nature trait pour trait, tant elle est sophistiquée. Et donc du coup, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'en rapprocher de façon tangentielle. Donc il se parle de bio-inspiration aussi parce qu'il y a de l'extrapolation, il y a de l'abstraction. On ne fait pas tout à fait la même chose quand on crée une technologie bio-inspirée. Maintenant, le biomimétisme, en fait, regroupe cette notion de bio-inspiration, mais de façon presque militante autour de la notion de développement durable. C'est-à-dire que le but, c'est effectivement de créer des technologies inspirées de la nature, mais c'est aussi créer des technologies qui, comme la nature, fonctionnent de façon durable. Donc c'est ce nouveau mot, on va dire, qui émerge de façon presque majoritaire. Et d'ailleurs, il a donné lieu à des normes. Je crois que c'est ISO 458 ou quelque chose comme ça. Donc c'est des normes internationales qui viennent aussi donner une assise à ce nouveau vocabulaire, à ce nouveau... Et la bionique, ça rentre dedans ? Alors la bionique, c'est vraiment une sous-partie, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens, une sous-partie du biomimétisme qui tend à s'inspirer vraiment seulement du mouvement, de la mécanique, donc c'est plus physique, alors que par exemple la bionique ne va pas forcément prendre en compte de façon directe les algorithmes bio-inspirés, la biomathématique, etc., etc. Agnès Guillot, on en parlait avec Franck Zal en début d'émission. C'est pas si nouveau d'observer la nature. Je dirais même que c'est un retour aux sources là qu'on vit. Ça date de l'Antiquité, vous savez. Donc, il y a même un Chinois, je crois au 1er siècle, qui a fait du papier en regardant les nids de guêpes. Donc, nous faisons que très, très tardivement le suivre. Et je pense que... Mais c'est quelque chose qu'on a oublié à un moment, un temps.
on a oublié ça, effectivement, parce qu'on a pensé, surtout pendant les guerres, après les guerres, on a essayé de se servir de notre cerveau d'ingénieur. Et en fait, quand il y a eu des crises plus importantes et quand il y a eu des changements de ressources, on s'est tourné vers la nature en se demandant comment est-ce qu'on pouvait avoir des idées complètement révolutionnaires et nouvelles. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Scientifiquement, je veux dire. Et alors cette notion de biomimétisme qui veut dire aussi on prend davantage en compte l'environnement, on va prendre soin de notre planète, on est sur des technologies qui s'inspirent de la nature mais aussi qui la respectent. Est-ce que copier la nature, ça veut forcément dire qu'on va être sur une solution, une innovation zéro déchet recyclable? C'est bien ça la différence entre la bio-inspiration et le biomimétisme. La bio-inspiration, ça peut donner lieu à tout type de technologie. Et on en a déjà vu, par exemple, chez les verriers, les fabricants de verre, qui ont cherché à reproduire des technologies déperlantes, en s'inspirant de la fleur du lotus, donc de sa capacité à balayer les poussières et l'eau sur sa surface pour optimiser sa photosynthèse. Il y a des technologies qui ont été reproduites sur le verre pour rendre le verre auto-nettoyant. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, je me souviens plus forcément de la date, je pense qu'il y a déjà une dizaine d'années, mais en reproduisant ces technologies-là, que les revêtements qui ont été créés n'étaient pas forcément compatibles avec l'environnement, c'est-à-dire qu'ils se dégradaient très vite et ils donnaient lieu finalement à des toxines qui se déversaient finalement dans l'environnement. Donc c'est pas forcément automatique. Oui, donc il faut vraiment prendre des engagements pour ça. Alors on va revenir à vos travaux à l'Institut des systèmes intelligents de robotique à l'Université Pierre et Marie Curie. Vous l'avez évoqué, je peux citer donc ce robot rat intelligent auquel vous avez participé. Il s'adapte en fait à un environnement changeant, donc il est autonome en cela, plus que intelligent peut-être. Je voulais juste une question. Pourquoi avoir choisi un rat comme modèle ? Ben justement, c'est qu'en fait, nos recherches procèdent plus de recherches qu'on appelle fondamentales plutôt qu'appliquées. En fait, elles sont complémentaires, évidemment. Et nous, comme je vous le disais tout à l'heure, pour nous, être situé, ça veut dire que lorsqu'on fait un certain comportement, c'est parce qu'on a une certaine morphologie. Et donc, nous, ce que nous voulions investiguer, c'est ce qu'on appelle la navigation, c'est-à-dire comment est-ce qu'un robot qui se voudrait autonome peut reconnaître son environnement et aller à un certain point sans l'apport d'un humain. Alors on s'est tourné vers le rat, parce qu'on sait très bien qu'il est très connu de sa navigation, dans la mesure où il y a eu même des prix Nobel qui ont qui ont découvert qu'il y avait certains neurones qui pulsaient au moment de la localisation d'un individu, qui pulsaient aussi d'autres lorsque l'individu se déplaçait et qui pulsait aussi lorsque la tête était tournée d'une certaine façon. Donc nous nous sommes tournés vers une équipe du Collège de France pour essayer de savoir comment étaient les circuits nerveux et nous avons reproduit informatiquement les circuits nerveux dans cet animal qui faisait 10 fois plutôt la taille d'un rat, qui s'appelle Psycharpax, qui est le roi des rats dans une parodie de l'Iliade. Et nous avons pu effectivement développer une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'avec ces capteurs multiples, le robot pouvait automatiquement reconnaître son comportement et se diriger soit d'une façon visuelle quand il voyait quelque chose, mais en faisant travailler une carte mentale grâce à ces neurones dont je vous parlais tout à l'heure, pour pouvoir réfléchir à un trajet le plus court possible, sans pour cela essayer de tâtonner. De tout tester, Voilà, en fait. de tout tester. Et est-ce que là, l'enjeu, c'était de demain pouvoir créer des robots, des technologies davantage autonomes qui fonctionnent comme le cerveau d'un rat, ou de comprendre comment fonctionne le cerveau d'un rat ? Eh bien, les deux. Mais surtout, comprendre comment fonctionne le cerveau d'un rat, parce que nous avons eu un dialogue très instructif avec ces chercheurs du Collège de France, ces neurophysiologistes, pour essayer de savoir à quoi servait telle ou telle structure du cerveau. Et les recherches durent encore avec nos jeunes collègues qui sont aussi à l'ISIR, à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique.
Alors Agnès Guillot nous disait qu'elle avait fait une grande partie de sa carrière sur les animaux, l'étude des animaux, toutes, et qu'aujourd'hui le végétal se révélait une source inépuisable d'inspiration pour elle. Vous travaillez comment? C'est 50-50 le biomimétisme, monde vivant? Ça, c'est une question qu'il faudrait presque poser à ma directrice scientifique, Elsa. Je pense qu'elle a un regard plus précis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce que je constate aujourd'hui, la plupart en fait, des mécanismes naturels qui sont décrits le sont plus du côté des animaux. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à étudier, peut-être aussi parce que de façon spontanée, il y a un rapprochement plus clair avec le mouvement, la vision, le comportement, etc. Là où le végétal est beaucoup plus complexe à comprendre. Et d'ailleurs, la science de la connaissance du végétal a émergé depuis une vingtaine, trentaine d'années. Elle est beaucoup plus récente. Là, je parle sous votre contrôle, Agnès. Et donc, à ce titre-là, comme on connaît moins le végétal pour l'instant, forcément, on peut moins s'en inspirer. Et je reviens d'ailleurs sur le point que vous avez souligné, Delphine, tout à l'heure, qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, le biomimétisme, c'est aussi l'occasion de mieux comprendre le vivant. C'est-à-dire que quand on fait émerger une technologie bio-inspirée, non seulement on crée la technologie en tant que telle, mais c'est aussi l'occasion, et en tant que telle aussi les financements, qui permettent de mieux comprendre et de pousser le biologiste à aller dans les fins détails, ce qu'on n'aurait pas fait pour l'instant. Il faut savoir qu'on connaît un peu plus d'1 million d'espèces à date qui sont décrites. On estime qu'il y en a des dizaines, voire certaines estimations viennent à des centaines de millions d'espèces. Mais rien que dans ces 1 million qui sont décrites, en réalité, elles sont décrites, mais elles ne sont pas forcément toutes très connues. Il y a certaines espèces qu'on connaît effectivement très bien, l'être humain, le chat, le lion, certaines plantes, mais d'autres où on sait forcément les détails morphologiques peut-être, mais pas forcément le comportement. Quand on prend une plante, on commence effectivement à voir émerger la notion de, on va dire, d'intelligence. Je sais que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce terme-là. Je vais le simplifier. Effectivement, c'est l'intelligence végétale, ou en tout cas le comportement d'une plante pour s'adapter à son environnement. Tout ça, c'est des mécanismes chimiques, parfois électriques. Il y a beaucoup de questions comme ça qu'on ne maîtrise pas encore dans les détails. Donc, pour répondre simplement à la question, pour l'instant, on fait plus du biomimétisme, ou majoritairement du biomimétisme animal. On espère tendre de plus en plus vers du biomimétisme végétal. Ça pourrait être un mix des deux aussi. On pourrait avoir des innovations qui combinent animal-végétal en inspiration. Oui, parce que le végétal n'a pas de muscle. Il bouge. Hein. Une plante est immobile parce qu'elle est rivée au sol, mais elle bouge tout le temps. Et elle n'a pas de système nerveux, elle n'a pas de neurones. Et pourtant, elle se comporte, elle prend des prises de décision très complexes. Et ça, c'est quand même un champ de recherche absolument fondamental et complètement innovant. Et surtout, moi, ce que je trouve et qui est vraiment mal exploité, c'est la façon dont elle gère le temps. Le temps est bien plus long chez les plantes que chez les animaux. Et on ne l'a jamais étudié à fond. Comment pourrait-on le faire? Et ça, c'est quand même une promesse peut-être assez extraordinaire pour des recherches du futur. Ce qui est très intéressant avec les plantes, c'est qu'elles n'ont pas forcément la même occasion de se défendre ou de s'adapter à leur environnement de façon rapide par du mouvement. Donc elles ont des mécanismes à des échelles moléculaires, par exemple, qui sont très intéressants. Et il y a aussi une notion de combinaison entre biomimétisme et biosourcing, c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser certains, on va dire, principes actifs, je le simplifie encore une fois, mais qui sont générés par des plantes pour des technologies. Je prends l'exemple de cette technologie de crème solaire assez incroyable qui s'est faite dans le sud-ouest de la France, qui utilise les mycosporines des microalgues, hein, donc c'est des végétaux, des algues rouges. C'est des végétaux qui sont donc du coup à la surface de l'eau, qui doivent se défendre contre les UV. Contrairement à des lions ou des hippopotames, elles ne peuvent pas se mettre de la boue, elles ne peuvent pas aller à l'ombre, etc. Donc ces mycosporines sont extrêmement efficaces pour combattre les UV, en réutilisant finalement ces mycosporines quand on trouve des déchets de ces algues-là, donc c'est de l'économie circulaire en même temps, on peut les injecter dans des crèmes solaires. C'est très intéressant. Et donc vous voyez la combinaison entre du biosourcing, on vient utiliser les molécules qui sont présentes dans le vivant, on réutilise leurs principes, donc c'est de la bio-inspiration, et en même temps on fait de l'économie circulaire. C'est tout ça un peu la promesse, hein, ce qu'il y a derrière le biomimétisme végétal. Alors je vais revenir aux animaux avec Poulpe Fiction, hein, qui est votre premier ouvrage qui est paru aux éditions Duno. Là, vous recensez des technologies qui sont déjà inspirées des animaux. Vous pourriez nous en citer quelques-unes? Ah là là, il y en a tellement. Voilà, peut-être que je pourrais vous citer les revêtements qui sont issus des pattes du gecko
et qui sont, les pattes du gecko sont couvertes de milliards de petites spatules qui répondent à ce qu'on appelle les forces de Van der Waals, c'est-à-dire qu'elles peuvent adhérer d'une façon assez extraordinaire. Et on peut penser qu'aux pattes du gecko, il peut y avoir 140 kilos à un petit lézard qui fait 12 cm de long. Enfin, c'est une théorie. Alors, en fait, on en a fait des revêtements et très bientôt, il y a quand même des prototypes qui se font actuellement pour qu'il y ait des espèces de dispositifs qui vont récupérer les déchets qui tournent autour de la Terre, parce que vous savez que quand on envoie des satellites et des fusées, il y a des tas de petits débris et qui sont très dangereux pour les futurs satellites et pour les futurs voyageurs. Et donc, voyageurs, si vous voulez. Et en fait, voilà, ils font des essais parce que ce sont des dispositifs qui adhèrent sous n'importe quelle structure et n'importe quel état, que ce soit dans le vide ou autre chose. Donc, ça, c'est quand même une technologie qui, je trouve, est très, 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 très importante. Est-ce que, je disais que c'était aussi le moment où on allait parler des promesses du biomimétisme, est-ce qu'il y a des champs aujourd'hui d'exploration qui méritent toute notre attention et où on est au tout début ? Très difficile à dire. Moi, je pense que le biomimétisme est utile finalement dans tous les secteurs d'activité. Nous, on le voit, c'est utile à la fois dans le textile, dans la chimie, c'est utile dans l'aéronautique, la défense, l'automobile, le luxe, etc. Enfin, c'est utile partout, en tout cas de ce qu'on constate pour l'instant. Je pense que la notion de promesse est très importante. Le biomimétisme émerge depuis une vingtaine, trentaine d'années, notamment aux États-Unis. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui est assez édifiant. C'est-à-dire que dans les 25 premières universités qui déposent au monde des brevets et des publications bio-inspirées, donc c'est-à-dire des technologies bio-inspirées, il y en a 17 qui sont chinoises et il y en a 4 ou 5 qui sont américaines. Ça donne un peu l'ordre des choses, ça montre qu'il y a certaines nations, certaines puissances qui n'ont certainement pas attendu, qui nous ont pas attendu, nous, Européens, pour aller regarder ce qui se fait dans le vivant et pour créer des technologies. C'est très important parce que ça montre à quel point une partie des révolutions industrielles et donc de la puissance économique de nos nations se jouera aussi sur cette notion du biomimétisme. Il y a un vrai potentiel donc technologique, on crée des innovations qui sont plus performantes par rapport à un objectif donné, mais c'est aussi évidemment, et ça les Chinois l'ont bien compris, c'est un potentiel soutenable, c'est-à-dire qu'on vient évidemment créer des technologies qui ont cette capacité à fonctionner en sobriété de ressources, de matériaux, d'énergie, etc., comme le fait le vivant pour des questions physiologiques. Et donc ça, c'est important de se rendre compte de la promesse qui se joue par rapport à ça. Le problème, c'est que si on regarde avec un regard critique ce qui se passe notamment en France, depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a des associations qui émergent. Donc il y a des groupes de pensée, des groupes de réflexion, etc., mais qui ont pris beaucoup de retard, c'est-à-dire que derrière la philosophie et le côté presque militant du biomimétisme, il y a une difficulté à, de façon concrète, s'adresser aux industriels. Donc je pense qu'aujourd'hui, le premier défi, en tout cas nous on le vit beaucoup à l'échelle de Bioxégie, c'est d'arriver à convaincre des industriels qui, naturellement, depuis qu'ils existent, font de l'ingénierie à partir de leurs ingénieurs, c'est-à-dire de façon artificielle, presque parfois avec un péché d'orgueil. Et là, il faut changer la balance, il faut changer la philosophie et leur dire, et ça peut paraître très farfelu, je vous le garantis, nous on l'a vécu dans nos trips quand on a interagi avec certains de nos clients, dire à des ingénieurs en automobile, non mais regardez là, la couleur structurelle de votre carrosserie, on va pouvoir éventuellement regarder dans l'aile de tel ou tel papillon, puisqu'il y a des interactions avec les rayons, ils vont vous dire, et nous ça nous est déjà arrivé, attendez, vous êtes bien gentil, moi les carrosseries, ça fait une trentaine d'années que je les fais comme ça, je vais certainement pas aller m'inspirer des papillons. Donc c'est très difficile, il y a de la pédagogie à faire, l'État français n'est pas forcément présent derrière. Franzel disait qu'il y avait aussi un enjeu sur l'enseignement. Ah oui, complètement, parce que c'est vrai que les relations entre l'académique, c'est-à-dire les universités, les entreprises, très très difficiles en France. Nous, on a fait des thèses de chiffres, c'est-à-dire des interactions justement entre entreprises et universités. Il n'y en avait pas beaucoup, et en fait, c'était pas très très bien reconnu par les instances. Donc là maintenant je pense que ça a changé, mais en France c'est vraiment très 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 difficile, et comme disait Sidney, il y a vraiment
un problème de l'esprit français, peut-être, en pensant que notre cerveau d'ingénieur est bien plus important que tout ce que l'on peut trouver autour. Problème d'interdisciplinarité. C'est plutôt effectivement très français par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre qui sont déjà dans le biomimétisme depuis très très longtemps. Nous, on a fait un pari qui était d'aller chercher des ingénieurs jeunes, en fait. On arrive au bout de ce talk, mais on voit bien qu'il y a encore quelques leviers à actionner pour avancer sur le biomimétisme. On a entendu aussi quelles étaient les promesses. J'ai bien entendu que c'était pour vous la voie du futur. Merci beaucoup Agnès Guillot, docteur en psychophysiologie et en biomathématiques, et à Sydney Rostand, PDG fondateur de Bioxégie. On continue avec le biomimétisme. Cette fois, on va s'intéresser à des pouvoirs méconnus des plantes carnivores.